selon la couleur de responsable qu'on espérait vraiment que chacun dans sa gauche applique ces valeurs-là. Mais t'as pas se rappeler, il y a quelques années, dans le secteur de Montréal, il y avait eu beaucoup de fumée pour un incendie qui était dans le secteur des Gilles. Puis tu sais, c'est là, je pense que maintenant, le défi, maintenant qu'on sait c'est qui se présente, le défi, c'est d'aller faire voter. Parce que là, si on est juste la moitié des gens à voter, ben l'autre moitié ne s'est pas exprimée. Et là, on se trouve à avoir peut-être pas le candidat le plus souhaité de la communauté si on a juste la moitié qui vote. Nous recevons aujourd'hui Julie Redforget, présidente de Terre Publique, qui conseille des MRC et municipalités sur des enjeux de développement, de protection et de démocratie territoriale. Elle signe également une chronique dans le journal Le Graphici. Nous la recevons pour faire le point sur la liste finale des candidats, maintenant que la course électorale est officiellement lancée. Julie nous dresse un bilan village par village, soulignant les points positifs et les déceptions, comme le faible nombre de candidatures féminines dans les villes. Elle lance maintenant un appel aux citoyens: s'informer, évaluer les candidats et surtout aller voter le 2 novembre. Ça a bougé beaucoup là, entre le 19 septembre et le 3 octobre, mais c'est normal, les gens regardent qui s'est présenté, est-ce que c'est bon pour la communauté, est-ce que je me présente contre ou pas, à quel siège. C'est super intéressant en termes de stratégie communautaire, ça parlait beaucoup aussi, puis c'est beau de voir les gens penser au futur de leur communauté. 4 ans, c'est long, puis c'est pas long, mais en même temps, c'est long. Donc, on veut avoir les bons représentants. Alors, pour la Haute-Gaspésie, il y a quelques bonnes nouvelles quand même. Premièrement, il n'y a pas de postes vacants. Donc, ça, il y en a quand même beaucoup au Québec, des municipalités qui ont des postes vacants. Alors, ça, c'est la première bonne nouvelle. L'autre chose, c'est le poste de préfet. Au Québec, on a 21 postes de préfet au suffrage universel, puis la Haute-Gaspésie en est un d'entre eux. Donc déjà, on est chanceux en Haute-Gaspésie d'avoir un représentant à temps plein au suffrage universel. Et il y en a 30 là, au 3 octobre, là, il y en a 30 de ces préfets-là qui ont été élus par acclamation. Alors ça aussi, on est chanceux en Haute-Gaspésie. On a 3 candidats. Alors on va aller en élection. Donc, la Haute-Gaspésie, ça fait longtemps qu'on a ce préfet au suffrage universel. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle là, d'avoir ce genre de poste-là. L'autre, c'est le poste de maire, ça aussi, très bonne nouvelle. On a 5 maires en élection sur 8 villages, comparé à 2 sur 8 en 2021. Donc, plus du double. Alors, c'est bien pour les citoyens. Ils vont pouvoir choisir leur maire plutôt que de l'avoir par acclamation. Mais évidemment, quand un maire est élu par acclamation, on dit que c'est un indice de satisfaction ou bien un indice qu'il n'y a pas grand monde qui a envie de faire ce travail-là. Alors, on a 3 maires qui ont été élus par acclamation vendredi. C'est Simon Deschênes à Sainte-Anne-des-Monts, Yves Soyer à Lamartre et Annie Bélanger à Mont-Louis. Et pour le poste de conseiller aussi, on a vraiment augmenté. On a plus de la moitié de nos postes de conseillers qui sont en élection, donc 22 sur 42. Puis c'est quand même 10, même 12 de plus qu'en 2021, où on en avait moins en élection. Ça, c'est les bonnes nouvelles. Puis ce qui déçoit un peu, c'est peut-être, la Marthe qui n'aura pas d'élection. Donc, le village de la Marthe est le seul village là, qui n'a pas d'élection. Mais elle a réussi à combler tous les postes parce qu'elle faisait partie des villages que le jeudi avant la fin, il n'y avait toujours pas de maire et il manquait de conseillers. Donc, il ne faut pas oublier que c'est une municipalité avec moins de 200 habitants. Donc, c'est quand même assez fréquent là, au Québec qu'il y ait moins d'élections. Et c'est aussi la municipalité. Il y a 2 municipalités en Haute-Gaspésie qui ont choisi de garder 6 postes de conseillers parce qu'il y a une loi là, qui a été votée pour permettre aux petits villages d'avoir 4 conseillers plutôt que 6. Oui. Donc, 4 conseillers, il y a plus de chances d'avoir de la concurrence et de remplir les postes. Mais d'un autre côté, tu as juste 4 personnes pour te représenter. Alors, la Marthe et Rivière-Madeleine ont choisi de rester à 6 conseillers, ce qui fait qu'il y a un peu moins de chances de concurrence là, chez les gens engagés du village. Il y a aussi qu'il ne faut pas oublier que la Marthe a eu tout le grand dossier de l'eau potable. Alors, c'est peut-être pas une mauvaise nouvelle qu'il y ait une continuité dans le conseil. Ils ont des nouveaux conseillers, mais
qui n'ont pas été en élection. Voilà, fait que ça, je dirais que ça déçoit, mais ça s'explique. Puis il y a Saint-Anne-des-Monts et Capcha qui déçoivent aussi sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup de candidatures féminines. C'était aussi le cas en 2021, donc peut-être qu'il y a un petit travail à faire sur la parité c'est quand même 2 villes, alors normalement dans les villes, ça va un peu mieux, c'est la parité. En Gaspésie, c'est l'inverse. C'est des villages qui ont beaucoup de chances d'avoir la parité en ce moment. Alors ça, c'est pour le tour global. Puis écoute, par village, écoute, Capcha, là, c'est vitalité démocratique inédite, là. Tous les postes sont en élection, mais ça, c'est le cas depuis 4 élections. Donc, c'est vraiment un village qui va souvent en élection. On m'expliquait qu'il y avait un enjeu d'assainissement des eaux. C'est peut-être une insatisfaction répétée aussi, hein, de toujours aller en élection. Puis cette année, il y a même un poste qui a 4 candidats et 3 postes à 3 candidats. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de candidatures. Ça devrait être assez excitant à suivre. Saint-Anne-des-Monts, une belle mouture. Ils ont 4 postes en élection sur 6, ce qui est mieux que d'habitude. Là, je parle pour les conseillers. Donc, bien que Simon Deschênes ait été élu par acclamation, les autres, il y a quand même une nouvelle mouture de conseillers qui se présente. La Marthe, je l'ai déjà abordée. Marsouis, c'est une bonne année. D'ailleurs, Marsouis, pour un petit village qui a quand même 200 quelques habitants, ils ont toujours été en élection, puis ils ont un taux de participation très élevé, autour de 70%, donc c'est quand même notoire. Rivière-à-Claude, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu un maire en élection, donc ils vont avoir un maire en élection. Puis là aussi, malgré sa taille, le village a beaucoup d'élections. Les 2 villages, d'ailleurs, sont passés à 4 conseillers. Donc, ça aussi, ça aide à la concurrence et à la recherche de candidats. Et Mont-Saint-Pierre, notre village vedette, a des élections cette année. Donc, évidemment, il n'y en a pas eu en 2021 et je pense que le réveil a été dur pour les citoyens de voir des décisions prises par des représentants qui n'étaient pas alignés sur la pensée de certains citoyens. Donc, on a 4 postes en élection sur les 5 disponibles, dont à la mairie. Dans le fond, il y a le maire sortant est contesté. À Mont-Louis aussi, on a une grande concurrence. Je dirais ce qui ressort beaucoup cette année, c'est qu'il y a des femmes candidates. Oui, je pense que c'est une déception de 2021 d'avoir un conseil 100% masculin. Puis dans le dossier du 53 de l'Église que Télé-Soleil a suivi, évidemment, il y avait ce déficit de représentativité du conseil qui semblait déplaire. Alors, les gens se sont levés et il y a une belle élection qui s'en vient. Puis Rivière-Madeleine, c'est un peu moins actif. Comme on disait, ils ont 6 postes à combler, ils sont un petit village. Et le maire, c'est le même maire depuis 6 mandats, je crois. Ça, c'est aussi un constat. Quand on change de maire, ça peut créer un changement de garde aussi chez les conseillers. Donc, c'est possible que quand un maire reste, c'est une bonne nouvelle parce qu'on est satisfait, mais aussi que les gens autour de lui restent aussi. Donc, c'est possible que si jamais il ne se présentait pas à la prochaine élection, que là, il y aurait un brassement de cartes. Oui, c'est intéressant parce que la façon dont on peut le voir, c'est que j'ai cette image on est dans un petit milieu de 100, 300 habitants. On va dire qu'une bonne partie des gens se connaissent. Si les gens suivent leur municipalité, on va dire de proche avec ce qui se passe, on vérifie si le conseiller, si on est quand même satisfait, si on n'y met pas une concurrence, j'imagine qu'il y a quand même une satisfaction ou les gens qui vont se présenter comme candidats, cela voudrait dire sûrement qu'il y a une insatisfaction. Je le vois un peu comme ça, plus que d'autres choses. Comment toi tu vois ça? Oui, je pense que la plupart des gens voient ça comme ça, mais on peut aussi penser qu'il y a un manque d'engagement politique. C'est les deux, là, parce que dans le fond, par exemple, à la Martre, c'est quand même une petite communauté, puis il y a des gens très, très engagés dans la communauté. Puis peut-être que l'engagement qu'ils ont ailleurs fait ils veulent pas y aller en plus en politique, parce que faire un pas politique, c'est un engagement additionnel. Donc, tu sais, il peut aussi avoir un indice de fatigue de l'engagement s'il n'y a pas beaucoup de candidats. Il peut avoir ça. Mais il peut aussi avoir la satisfaction parce qu'on se dit, ça va bien, il n'a pas fait
des gaffes. Il y a quand même un risque à changer de personne qui pourrait faire des gaffes et qui manque d'expérience. Donc, effectivement, l'intelligence de la communauté se fait ressentir dans ça. Mais on ne peut pas conclure, on ne peut pas tout à fait savoir sans vérifier un peu dans les détails si c'est de la satisfaction ou du désengagement. Oui, parce que quand on le voit, tu donnais comme exemple Captcha, on voit bien, on a jusqu'à 4 postes, 4 élections dans un même poste des fois. Donc comment ça pourrait être décrit dans le village, comme c'est un petit village de même. Mais il C'est n'est pas si intéressant. petit, le CAPTCHA, c'est 2000, plus que Oui, c'est 2000 vrai, un petit personnes. milieu, c'est vrai. Donc, on Ouais. est plus dans une ville. Puis, effectivement, dans les plus grandes villes, il n'y a pas un gros taux de participation, mais il y a souvent plus de concurrence dans les Mhm. villes. Faut pas oublier que c'est mieux payé en général. Tu sais, ça peut être des postes plus convoités. Ok. Là, je dis ça parce que j'ai pas fait de comparaison entre les différents salaires, mais tu sais, par exemple, il me semble de mémoire, les maires d'un petit village, ils ne font pas beaucoup plus que 10 Mhm. 15 000. Là. Donc, tu sais, c'est quand même un sacrifice financier. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est pas souvent des jeunes qui prennent ces postes-là parce que c'est un sacrifice pour l'argent que tu as besoin de faire. Donc, Mhm. alors que je crois que Captcha et Saturn-des-Monts, c'est un peu plus professionnalisé, là. Mais je dis ça sous toute réserve, là. J'ai pas vérifié là, les salaires, mais en principe, tu sais, le salaire augmente un peu en fonction de la taille de la ville. Donc Mhm. voilà. Puis donc moi, je dirais que globalement, on est très satisfait de la vitalité. Je pense que ça a payé de faire des événements là-dessus, puis d'en parler beaucoup depuis un an. Il y a Solidarité Gaspésie aussi qui a fait un gros travail de faire la tournée des régions, juste pour intéresser finalement à la chose municipale, parce que finalement, c'est là qu'on peut avoir le plus d'impact. Puis, tu sais, c'est là, je pense que maintenant, le défi, maintenant qu'on sait c'est qui se présente, le défi, c'est d'aller faire voter. Parce que là, si on est juste la moitié des gens à voter, ben l'autre moitié ne s'est pas exprimée. Et là, on se trouve à avoir peut-être pas le candidat le plus souhaité de la communauté si on a juste la moitié qui vote. Alors, comment on fait? Là, en ce moment, en Gaspésie, c'est environ 50%, ce qui est très bon. Là, les Gaspésiens, on vote plus qu'ailleurs, probablement à cause de la communauté. On connaît les gens, on va aller les encourager. Mais, d'après moi, on pourrait aller à 70. Là. Il y a des villages qui l'atteignent, le 70, ça veut dire que c'est faisable. Alors, ça serait bien qu'on s'investisse un peu plus. Je lisais que les gens, ils votent pas. Tu sais, les gens, ils votent pas parce qu'ils trouvent qu'il y a un rendement sur investissement. Tu sais, dans le sens que ça se peut que mon vote, il serve à rien. C'est diffus un peu, là. Moi, je vote, puis est-ce que tout ce que moi, je veux qu'il fasse dans ma communauté va être fait? Non, parce qu'on est un groupe. Alors, on dit que les gens, ils vont voter par devoir moral. C'est très, comme tu vois, moi, c'est très fort dans ma famille. Ça me passe même pas l'esprit de pas aller voter. Puis je crois que si on inculque une culture du devoir moral, on devrait avoir des meilleures participations. Mais l'autre que le devoir moral, c'est ça, c'est la mobilisation. Puis ça, c'est depuis la pandémie, là, on l'a toujours ce calcul-là. Est-ce que je vais à cet événement-là? Ça vaut-tu vraiment la peine? Bon, donc l'idée que la journée même, quand on arrive pour aller voter, on n'a pas envie. Donc ça, moi, je pense qu'on peut agir là-dessus. Moi, ce que je propose, c'est, premièrement, le rôle des candidats. Il faut que les candidats aient à la rencontre des gens, parlent de l'élection, aient les chercher, parce que le candidat, c'est gagnant pour lui aussi qu'il y ait plus de monde qui vote possible pour que ça Mhm. soit un vrai vote fort. Et puis le rôle des citoyens, moi, je propose que la journée du vote ou même dans les événements, d'y aller en groupe. Comme ça, il y a un aspect, tu sais, un peu comme il y a des gens qui aiment pas ça faire des sports en solitaire, ils manquent de motivation, donc ils aiment les sports d'équipe. Mais je pense qu'on peut voir ça comme un sport d'équipe. Donc aller ensemble dans les événements, puis la journée du vote, aller se chercher, soit à pied ou en voiture, pour aller voter ensemble. Donc ça serait bien. Moi, j'aimerais bien qu'on voit notre taux de participation augmenter, mais bon, c'est des affaires d'un long haleine. Oui, qu'il y ait une visibilité, parce que je sais que, comme à la télé communautaire, on invite les candidats à venir avec un temps de parole égal pour tous, à venir se présenter, mais ils peuvent aussi aller, comme tu dis, aller se présenter à la population, aller faire le tour des gens, en fait. Oui, c'est bien de le voir comme là. Moi, j'étais à celle de Monsieur Tanguay qui faisait à Mont-Saint-Pierre. Puis c'est bien aussi de voir la connexion
avec le citoyen, la manière de répondre à la question. Donc, oui, c'est bien que Télé Soleil fasse le portrait, mais il y a aussi de l'interaction parce que, évidemment, dans les critères de choisir un candidat, c'est son écoute, son adaptabilité, évidemment avoir une vision aussi, mais est-ce qu'on veut que la personne faut qu'elle adapte aussi sa vision parce que c'est pas tout le monde qui va penser comme lui, surtout ou elle, surtout dans un conseil. Donc c'est ça. Moi, je vois le rôle du citoyen comme à ce stade-ci, là, c'est premièrement d'aller voir sa liste des candidats. Donc d'aller sur la liste puis voir qui je connais pas, puis ceux que je connais pas, faut que j'aille chercher de l'information. Donc soit par quelqu'un d'autre que je sais qui a travaillé avec qui il a travaillé, ou en allant dans ces événements-là, en allant évidemment sur son site Facebook ou son CV ou je sais pas quoi, pour savoir c'est qui cette personne-là, parce que c'est quand même, tu sais, il faut pas juste voter pour quelqu'un qu'on connaît. Tu sais, souvent, c'est ça qui se passe. Les gens vont voter pour celui ou celle qui a le plus de notoriété. Mais la personne qui a le plus de notoriété ne veut pas dire que c'est la plus compétente à ce poste-là. Alors, le travail qu'on a à faire, c'est peut-être ça qui est le plus exigeant, mais on a quand même 4 semaines pour le faire, c'est de bien comparer, donner la chance au coureur, à celui qu'on connaît pas, apprendre à le connaître. Et voilà. Puis qu'est-ce qu'on veut? En apprenant à connaître le monde, c'est qu'on recherche justement, comme tu soulevais tout à l'heure, les qualités. C'est quoi les qualités qu'on recherche chez un candidat? Dans le fond, comment toi tu décrirais s'il y en avait? Est-ce que c'est comme quelque chose de standard qu'on peut mettre sur un candidat pour la Ben, mairie ou pour un conseiller ou pour un préfet? ouais. Ben écoute, c'est sûr que, premièrement, personne n'est parfait. Aucun de nos candidats va être parfait, comme nous, comme citoyens, on est imparfait. Mais on va chercher des choses. Par exemple, un peu comme si on passait des gens en entrevue. Hein. Comme si moi, l'électrice, je deviens l'employeur. Donc, je m'en vais passer mon maire ou mon candidat maire ou mon candidate conseillère. Je veux savoir, tu sais, c'est quoi, premièrement, ses valeurs, puis les qualités aussi, ses compétences qu'il a développées au fil du temps. Donc, les valeurs, ça, c'est quand même normé. Hein? Il y a une loi qui s'appelle la loi sur l'éthique et la déontologie. Donc, idéalement, évidemment, la personne, elle incarne ces valeurs-là ou elle les incarne pas. On ne peut pas transformer. C'est pas comme une compétence, là. Ça prend plus de temps à travailler, mais ça se travaille. Donc, les 5 valeurs qui sont promues dans cette loi-là, c'est l'intégrité, donc le caractère d'une personne honnête et impartiale. L'honneur, donc de respecter la fonction, respect constant des valeurs associées à la fonction. Le respect, donc évidemment, on a tous déjà entendu ou vu des comportements un peu de micro-intimidation. Donc ça, on veut pas ça. On veut des gens qui ne heurtent pas la dignité d'une autre personne. Évidemment, les lecteurs envers je veux dire, le citoyen aussi envers l'élu. Hein. La civilité, donc agir avec politesse, courtoisie et chercher la collaboration. Puis, important aussi, équité, donc prendre des décisions sans favoritisme. Donc ça, ces 5-là, on est quand même capable, en vérifiant avec notre communauté, de savoir si cette personne-là porte déjà la majorité. On l'a vu en action, est-ce qu'elle porte déjà ces valeurs-là? Donc ça, je pense que ça, c'est le plus fondamental parce que ça, c'est pas des compétences, c'est une personne qui porte des valeurs. L'autre, bon, c'est les compétences. C'est sûr que les compétences, mettons, la première de base, c'est des gens que quand on leur donne un dossier, qui est capable de s'intéresser au dossier avec diligence, consulter des gens pour aller chercher de l'information, puis prendre une décision pour le groupe. Ça, c'est ce qu'on cherche. Puis ça aussi, si on a travaillé avec quelqu'un ou si on a vu quelqu'un en action, on est capable de voir si la personne suit ses dossiers ou ne suit pas ses dossiers. Hein? On le dit souvent d'un ministre, c'est un ministre qui connaît ses dossiers. Bon, c'est la même chose avec un conseiller, avec un maire, on veut qu'il connaisse ses dossiers. Ça ne veut pas dire qu'il est un expert, parce que c'est pas ça qu'on lui demande. On lui demande de représenter la population. Puis s'il lui manque d'expertise, ben ça, c'est une autre compétence. Hein? Avoir l'humilité d'aller chercher quelqu'un pour lui expliquer parce que trop lourd, je comprends pas, il faut que quelqu'un vienne me l'expliquer. L'autre chose, savoir négocier une idée avec civisme. Donc, le concept de si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, je suis pas en mode attaque et réaction, je suis en mode comprendre, essayer de trouver un compromis. Parce que
pas parce que je suis maire ou conseiller que mon idée est nécessairement la meilleure. Il faut quand même que je l'améliore pour qu'elle soit socialement acceptable. Troisième compétence, avoir une culture générale. Tu sais, quand on est un conseiller, un maire ou un préfet, il y a plusieurs domaines qu'on ne maîtrise pas. Tu sais, par exemple, moi, j'ai jamais travaillé dans les loisirs. Donc, ce truc-là des loisirs, ça serait peut-être un lieu que j'aurais besoin de me faire plus aider. Mais d'avoir une culture générale de plusieurs choses, ça aide. Puis, dans tout dernier, c'est avoir un jugement juste et durable pour la collectivité. Ça aussi, on reconnaît bien les gens qui ont ça, cette capacité de jugement sain et global. Donc, bon, comme je vous dis, il n'y a personne de parfait, il n'y a personne qui a tout ça dans 5 sur 5, mais c'est ça qu'on cherche. Donc, quand on s'en va à la rencontre de nos candidats, ben on cherche ça. Puis j'ajouterais que pour le rôle de préfet, il y a quelque chose de plus il y a un autre rôle. Là. Le préfet, c'est le lien entre le provincial et le municipal. Alors, il faut quand même quelqu'un qui sait écouter et mobiliser la population, puis être convaincant et crédible à Québec sur les demandes de la population. Intéressant. Et parce que pour le vote, celui qui vote aussi, parce que dans le fond, souvent, il y a des gens qui vont plutôt avoir un intérêt, que ce soit plutôt telle personne ou telle personne, parce que on travaille dans telle entreprise ou que telle entreprise pourrait venir s'installer ou est déjà installée sur place, ou tu vois, on a toujours des liens, mais qui sont des intérêts propres et pas forcément des intérêts pour la communauté en général. Est-ce que nous aussi, on a une responsabilité comme votants, comme j'ai donné un exemple de l'intérêt, mais il peut y en avoir d'autres, hein, j'imagine aussi. Ben, c'est sûr que, tu sais, il y a tout le monde, les électeurs ont tous leurs préoccupations dominantes, puis elles sont pas toutes pareilles. Mais je crois que quand on va aller voter, il faut penser à l'ensemble des problématiques, tu sais, le logement, la santé, le territoire. Il faut pas penser à seulement notre petit champ d'intérêt parce que c'est possible que ça soit pas ça la priorité dans les 2, 3 prochaines années. Donc, il faut penser à des gens qui sont capables d'aborder l'ensemble. Il y a une chose qu'on peut faire aussi comme stratégie, c'est par exemple si on a 4 ou 6 conseillers à élire, ben si on hésite entre 2 conseillers, on peut aussi décider essayer d'avoir des conseillers qui ont différents intérêts. C'est plutôt qu'avoir 3 conseillers de la foresterie ou 6 conseillers du milieu de la culture, ça serait comme trop teinté d'un domaine. Donc, si on veut, parce que justement, la culture générale, on en a une, mais c'est sûr qu'on a des parents faibles, ou en tout cas des côtés faibles dans certains domaines. Donc, je pense qu'on peut regarder aussi si on peut faire un conseil plus diversifié pour être capable d'aller chercher tous ces intérêts. Intéressant. Puis dans un dernier point qu'on pourrait aborder, je sais qu'il y a beaucoup, on parlait des enjeux tout à l'heure, mais je sais comme tu disais, tu soulevais que chaque village a ses enjeux. Moi, il y a un enjeu que j'avais pris note parce que j'avais fait une entrevue il y a quelques semaines avec Monsieur Gaëtan Lelièvre, justement, qui soulevait un enjeu qui n'existait pas il y a quelques années en général, la réactivité sur les réseaux sociaux qu'ont à faire face en général les élus. Parce qu'aujourd'hui la nouvelle va vite, tout se sait plus vite qu'avant aussi. On peut le savoir avant que ce soit imprimé dans le journal. Donc, comment toi on peut parler de différents enjeux, mais je sais que celui-ci en est un qui est de plus en plus, on va dire, présent qu'il y a quelques années en arrière. Oui, puis en plus, les gens utilisent la vidéo sans l'intermédiaire de journalistes, par exemple, tu sais, dans le sens que c'est moins, c'est de plus en plus direct. Alors, ceux qui maîtrisent là, les médias sociaux réussissent plus à aller rejoindre le public. Mais bon, moi, je pense que ça, c'est peut-être plus vrai pour les villes un peu plus grandes où il y a plus d'anonymat. Dans les villages, on se connaît quand même, puis il y a quand même plusieurs événements. On a tendance à plus aller dans le présentiel. Je ne sais pas à quel point. Je pense que les médias sociaux viennent chercher beaucoup ça vient travailler sur la notoriété. C'est une personne qui est capable de bien prendre la parole en public. Bon, ça vient quand même jouer, là. Je ne dis pas c'est pas. Mais je pense que ce problème-là est encore plus grand dans les villes où c'est la seule manière d'interpeller le public. Comme Donc, je Mont-Saint-Pierre, c'est sais un pas, bel exemple, hein. c'est pas je me suis pas penchée beaucoup là-dessus. Moi, je te dirais que
où j'ai beaucoup réfléchi sur les municipales, puis ce qui m'a beaucoup alimenté, justement, quand j'ai organisé le 29 mai, j'ai invité Robert Savoie, qui a quand même réussi à vitaliser un village sur 3 mandats, le village de Saint-Valérien. Puis une chose qu'il a dite qui est vraiment importante, puis c'est important dans notre choix des candidats, là, c'est des saines finances publiques. C'est ça, c'est comme quand même, c'est plate, là, c'est pas quelque chose qui est excitant là, comme enjeu, mais la première chose qu'un électeur veut, c'est d'en avoir pour son argent. S'il n'y en a pas pour son argent, il veut payer moins. Hein? Donc, moi, je pense que de chercher des gens aussi qui sont capables de gérer l'argent collectif puis de faire les bonnes priorités. Puis d'ailleurs, il y a un gros mouvement de budget participatif pour cette raison-là, parce qu'au moins, ça vient donner un peu comme une adhésion sur les dépenses qui vont être faites en consultant les gens. Avoir aussi des bons services publics, la qualité des services publics. Par exemple, souvent, on voit les élus essayer d'aller chercher de l'investissement, des grands projets à l'extérieur, mais c'est juste d'avoir... Toi, ton travail, c'est d'au moins donner des bons services publics pour que les gens restent chez vous, hein, pour la rétention, puis que quand arrivera ce projet-là, s'il y en a, bien que les gens aient envie d'habiter chez vous. Donc, le travail principal de l'élu, c'est des bonnes finances publiques puis d'une bonne qualité de services publics. Donc, milieu de vie, loisirs, culture, bonne gestion des déchets, l'approvisionnement en eau, blablabla. Puis, bon, évidemment, il y a la sécurité, salubrité et tout ça, là, mais tu sais, là, en ce moment, je pense que il y a l'enjeu que moi, j'entends pas parler encore puis que j'aimerais moi entendre parler, c'est le logement. Parce que, écoute, les histoires, là, c'est vrai qu'on s'est habitué là, depuis la pandémie, mais les histoires d'enjeux de logement, elles sont très nombreuses. Et puis ça, je pense que c'est important que les municipalités arrivent avec des propositions là, pour le logement. Un dernier message qu'on pourrait faire passer pour inviter les gens le 2 novembre à aller voter, mais... Ouais, ben moi je dirais que c'est important d'aller voter parce que c'est le lieu où on a le plus d'impact comme citoyen. Puis devant, évidemment, le cynisme ambiant sur notre impuissance à changer les choses, ben je dirais que le municipal, c'est l'endroit où on en a du pouvoir. Donc, investissons au moins ceux où on est moins cynique ou ceux où on pense qu'on a le plus d'impact. Alors, rendez-vous le 2 novembre pour la journée de vote. Puis sinon, c'est le 26 octobre pour l'anticipation, pour ceux qui savent déjà qu'ils veulent.